Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et des inconvénients entre le fait de déduire des frais kilométriques ou avoir une voiture de fonction, les différences à connaître entre voiture utilitaire, voiture à essence et voiture électrique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume Delemarle, expert comptable chez Number. Du coup, c'est vrai que la question des véhicules, des frais kilométriques, ce sont des questions qui reviennent souvent. Ce sont des questions qui intéressent beaucoup les freelances. Donc nous, au sein de Cabinet Number, c'est vraiment notre cœur de métier, les freelances, donc on voit de quoi il s'agit. Et c'est vrai que c'est presque une des premières questions qui arrivent, j'ai envie de dire. Donc on a plusieurs façons d'aborder le sujet. Le premier, c'est celui du client qui a un véhicule personnel, donc le freelance qui l'utilise à des fins professionnelles. Donc en fait, concrètement, le client prend son véhicule le matin pour aller chez son client à lui, ou dans un coworking, ou à son lieu de travail, peu importe. Et à ce titre-là, il demande, mais c'est moi qui paye tout au final. Je paye le carburant, je paye mon véhicule, l'entretien, l'assurance. Est-ce que la société peut me verser quelque chose? Parce que finalement, je fais beaucoup de kilomètres avec ce véhicule, pour la société. Et la première réponse qu'on peut donner, c'est oui, tout à fait. Il y a un système qui s'appelle les indemnités kilométriques qui a été exclusivement prévu pour ça. Donc pour les personnes qui détiennent ou prennent en location, bien sûr, un véhicule, ça marche aussi, même si on a un crédit bail ou une location de durée personnelle, ça marche aussi. Ou si on utilise le véhicule du conjoint, par exemple, ça marche. Et bien dans ce cas-là, simplement, ce qu'on va demander, c'est de noter jour par jour les kilomètres effectués. En fin d'année, on fait la somme, et puis on applique le barème qui est prévu par l'administration fiscale. C'est un barème qui est revu chaque année et qui dépend d'une part de la puissance fiscale du véhicule et d'autre part du nombre de kilomètres effectués dans l'année civile, donc entre janvier et décembre. On a 3 tranches, donc en fait moins de 5000 km, entre 5 et 20 et plus de 20 000. Et puis une fois qu'on a ça, bien on applique la formule de calcul, on va transformer les kilomètres en euros. Et une fois qu'on a le montant en euros, la société fait un virement à son dirigeant, en fait, à son associé, pour lui rembourser un petit peu les frais qu'il a engagés. Et comme il s'agit d'un remboursement de frais, la somme que perçoit la personne directement sur son compte personnel, c'est une somme qui n'est soumise ni à cotisation, ni à impôt. C'est vraiment un remboursement. Donc, je n'ai aucune déclaration à faire de cette somme que je vais recevoir sur mon compte lorsque ma société va me rembourser ses frais kilométriques. Alors, il n'y a pas de déclaration en tant que telle, effectivement. En matière de formalisme, toutefois, il faudra bien garder trace des kilomètres effectués. L'administration a le droit de demander, donc comme je le disais, un détail jour par jour. Donc le plus simple, c'est, alors j'ai des clients qui font tout, mais ce que je vois le plus fréquemment, c'est un fichier Sheet ou Excel avec marqué, le 8 avril, départ ici, arrivé là, pour voir tel client. Alors après, quand on travaille toujours chez le même client, c'est facile, on copie-colle. Et si par contre on varie, là il faut un petit peu le noter. Après cela dit, j'ai des clients qui utilisent aussi des applications qui servaient à faire ces calculs. Donc on branche le GPS ou l'application quand on part sur de la distance pro, et puis on l'éteint quand c'est fini, et comme ça c'est l'application qui nous sort ça. Conseil pratique, pensez à garder une copie de votre carte grise. Parce que j'ai eu le cas d'un client qui il s'est pas posé la question, et puis en fait il a vendu son véhicule. Il a plus la carte grise. Donc comme le contrôle fiscal, on avait déjà parlé la dernière fois, il remonte jusqu'à 3 ans, c'est pas mal de garder la carte grise en prévision de ces 3 années. Pourquoi faire? Parce que l'administration fiscale, lorsqu'elle va faire ce check sur 3 ans, elle va regarder la carte grise? Oui, puisque c'est là-dessus que, tu sais, on a la puissance fiscale. Et comme le barème dépend de la puissance fiscale, elle va s'appuyer sur la carte grise pour vérifier le calcul. Si je prends l'autoroute, je peux prendre et que je paye par exemple avec ma carte personnelle, je peux prendre le ticket, ça peut faire office de justificatif aussi? Alors c'est vrai, c'est une bonne question. Finalement, quand on parle des indemnités kilométriques, c'est un barème qui va couvrir le coût d'acquisition, le carburant, l'assurance, l'entretien. Donc ces dépenses-là, c'est moi qui les prends, c'est moi, personne physique, qui les paye. Et ma boîte, quand elle me rembourse avec l'indemnité kilométrique, on considère qu'elle rembourse tout ça. Et tu as souligné un point important, le péage, comme il n'est pas compris dans le barème, eh bien on a le droit de le faire passer en plus. Donc là, soit on paye directement avec la CB Pro, soit on paye avec CB Perso et on fait une sorte de note de frais pour se faire rembourser. Donc en fait, on a 2 éléments qu'on peut rajouter au barème kilométrique, c'est le péage et les éventuels frais de parking s'il faut payer le parking chez son client par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour faire cet arbitrage entre frais kilométriques et acheter une voiture de fonction? Alors ce que je dirais, c'est que le fait de décider ou d'envisager que
sa société détienne un véhicule, c'est quelque chose qui, je peux comprendre, hein, évidemment, mais il faut bien avoir en tête que c'est une dépense qui est fiscalement défavorable, on dit. Donc l'administration fiscale, comme elle ne sait pas vraiment si ce véhicule va vraiment servir à la société à 100% ou pas, elle tape un peu fort, si je schématise. Je vais peut-être préciser que je parle des véhicules dits de tourisme, c'est-à-dire des véhicules dont l'objet est le transport de personnes. Je ne parle pas des véhicules utilitaires. Les véhicules utilitaires qui servent à transporter des marchandises, donc bon, je ne vais pas donner de nom, mais on voit ce que c'est, hein, les espèces de gros fourgons ou quoi. Ceux-là ne sont pas concernés par la fiscalité défavorable, on n'a aucun souci là-dessus. Cela dit, encore une fois, comme on s'adresse à des freelances, bon, il faut quand même dire que j'ai 99% des clients qui, quand ils veulent acquérir un véhicule de ville. On voit de quoi il s'agit. Hein. Et donc pour ces véhicules-là, la question se pose effectivement, est-ce que je prends mon véhicule et je fais les ICA, on vient de parler, ou est-ce que c'est directement la boîte qui va tout payer? Finalement, quelque part, est-ce que c'est pas plus simple? C'est une solution. Sur la fiscalité défavorable dont j'ai parlé, il faut bien comprendre qu'une société qui achète un véhicule, déjà, ne récupère pas la TVA à l'achat. Donc j'achète le véhicule TTC. C'est vrai pour l'achat, c'est vrai pour l'entretien. Si je vais chez le garage, je paierai TTC aussi, je peux pas la récupérer. On a une petite évolution sur le carburant où on peut récupérer une partie sur le carburant, mais c'est tout, hein, sinon c'est pas possible. La deuxième fiscalité défavorable, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire passer en comptabilité en termes de montant de frais déductibles. On sait que quand on achète un véhicule, ça s'appelle une immobilisation comptablement, donc ça veut dire que si j'achète une voiture à 20 000 euros, je ne peux pas constater 20 000 euros dans les comptes. En fait, on prend le coût d'achat, on divise par la durée prévu d'utilisation, et puis ça nous donne un amortissement. Et c'est ça qu'on passe chaque année. Donc si je prends un véhicule 20 000 euros, on dit que j'utilise le véhicule 5 ans, ce qui est la durée standard, donc j'aurai 4 000 euros à passer en charge pendant 5 ans. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, l'administration nous dit, pour les véhicules, je vais plafonner le montant d'amortissement que vous allez pouvoir passer, et ce plafonnement, il va dépendre du taux d'émission de CO2. Plus vous allez décider d'acquérir un véhicule polluant, moins vous pourrez déduire de charges au titre de l'amortissement. Alors il y a un barème, je le connais pas par cœur, mais grosso modo, ça va de 9 900 euros pour le montant le plus défavorable jusqu'à 30 000 euros pour le montant le plus favorable. Donc ça veut dire que si votre véhicule, vous prenez, alors on prend le pire, le 9 900 euros, celui des véhicules qui polluent beaucoup, vous avez voulu vous faire plaisir, vous avez acheté une Porsche, pourquoi pas, vous avez payé, je sais pas, 40 000 euros votre Porsche d'occasion à 40 000 euros, j'imagine. Eh bien, l'amortissement va être calculé sur 9 900. Donc, il y a 30 100 euros qui ne seront jamais déduits dans la société sur les 40 000 qu'elle a payés. Donc, c'est quand même assez défavorable, ça, pour le coup. Troisième élément défavorable, la TVS, la taxe sur les véhicules de société. C'est une taxe qui est due par toutes les sociétés qui détiennent un véhicule de tourisme, encore une fois, hein, puisque c'est ce dont il est question. Et c'est une taxe qui, là encore, dépend du taux d'émission de CO2, de la mise en circulation, de la motorisation. Bon, c'est une taxe annuelle, concrètement, elle peut aller de 0 euros pour un véhicule électrique, puisque l'administration pousse, elle flèche un peu les investissements pour que tout le monde passe à l'électrique, jusqu'à 2000, 3000 euros pour des véhicules très très polluants. Donc ça va dépendre vraiment du taux d'émission de CO2. La TVS, tu nous parlais des émissions de CO2, mais il me semble que pour les utilitaires aussi, elle est de 0. Est-ce que je me trompe ? En fait, tous les éléments de fiscalité défavorable que j'ai cités ne s'appliquent qu'aux véhicules de tourisme. D'accord. Le véhicule utilitaire n'est pas concerné ni par le problème de TVA, ni par la TVS, okay. Ni par le plafonnement d'amortissement. Et est-ce que la TVA concerne aussi les voitures électriques ? Alors par contre, oui, quand j'achète une voiture de tourisme, même si elle est électrique, je récupère pas la TVA. D'accord. Donc, si je comprends bien ce que tu m'expliques, on va dire fiscalement le véhicule qui serait le plus intéressant, ça va être en numéro 1 l'utilitaire. En numéro 2, puisque on va pas payer la TVA, on va pas payer la TVS, j'imagine qu'en matière d'amortissement, on va être au maximum au prix du véhicule. C'est ça, on n'est pas plafonné. Prix du véhicule. Incroyable. Ensuite, le deuxième niveau, au milieu, on va dire, ça va être l'électrique, où on va pas avoir de TVS, on va payer la TVA par contre. Et on va être capé à 30 000 euros de remboursement, de passage en frais qu'on va pouvoir déduire. Ouais. C'est ça. Et le moins intéressant, ça va être le véhicule de tourisme, où là, ça va naviguer entre 9 000, tu m'as dit à peu près.
9 900 ouais, et 30 000. Et 30 000. Et bon. on va pas payer on va payer la TVA, pardon, et on va payer la TVS tous les ans. C'est ça. Pour le thermique, on peut même dire qu'on navigue entre 9 900 et 20 300 parce que les 30 000, faut émettre moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre concrètement. Même les hybrides n'y arrivent pas de mémoire. Hein, donc, pas évident. Sur la partie peut-être avantage en nature, le principe de l'avantage en nature, c'est ma société détient un véhicule. Est-ce que ce véhicule n'est pas utilisé pour une certaine partie par mois à titre personnel? Est-ce que je pars pas en vacances avec? Est-ce que je prends pas pour l'utiliser le week-end ou autre? Ça, c'est la question à poser. Si la réponse est oui, eh bien dans ce cas-là, je dois constater que je vais devoir payer des cotisations et de l'impôt sur le revenu à ce titre-là. C'est comme si la société me donnait une sorte de salaire, sauf que je le touche pas. C'est un salaire en nature. Et donc, forcément, qui dit salaire, dit cotisation sociale pour la société, dit impôt sur le revenu pour moi, mais surtout dit revenu. Donc, dès qu'on parle de revenu, on comprend bien que les personnes qui touchent l'ARE parce qu'elles viennent de créer leur société, parce qu'elles sont encore au Pôle emploi, elles préfèrent éviter ça pour ne pas moduler à la baisse l'ARE. Et donc c'est une des choses qui font que c'est peut-être pas la meilleure solution dans cette situation. Sur l'avantage en nature, pour être complet, pareil, hein, si on a un véhicule de tourisme, d'utilitaire, bon, on nous dit que on peut négliger l'avantage en nature. Si on a un véhicule de tourisme, on a un intérêt, là encore une fois, sur l'électrique, puisque l'URSSAF nous dit que jusqu'à fin 2022, on peut avoir un abattement sur le calcul de l'avantage en nature. Et un abattement, donc en fait, on divise par deux, un montant de l'avantage en nature. Enfin, c'est plafonné, mais on divise par deux quand même sur le principe. Donc pour les véhicules électriques, ce qui fait que on arrive finalement, quand on prend tout ça en compte, tout ce que tu as cité en termes d'avantages en nature par rapport à l'électrique, en termes d'avantages fiscaux pour l'électrique et d'avantages en nature dont je viens de parler, on arrive à des écarts qui sont assez significatifs. Et j'avais fait le calcul de comparaison hein, pour deux véhicules qui valent à peu près 50 000 € à l'achat, un thermique et un électrique. J'avais regardé un petit peu les consommations données par le constructeur, le coût du carburant, le coût de la recharge électrique, etc. La seule chose que j'ai pas chiffré, c'était l'assurance et l'entretien, parce que sur un électrique, j'avais vraiment du mal à l'appréhender. Et on arrivait à un écart pour la société. Dans le cas de véhicule thermique, on arrivait à 4 000 € à l'année en coût d'utilisation. Donc 4 000 € c'est le coût hors acquisition, hein, c'est le cash flow en fait, le cash qui sort pour qu'on utilise le véhicule. Alors que côté électrique, on était à 4 fois moins, on était à 1 000 €. Donc en termes d'ordre de grandeur, ça donnait quand même là aussi pour les personnes qui sont sensibles à ça et pour lesquelles peut-être le véhicule n'est pas forcément un achat passion. L'électrique a clairement un avantage par rapport au thermique. C'est pas négligeable. Alors 1 000 € encore une fois par an, hein, par rapport à 4 000 €. Et derrière, bon, alors on sait pas de quoi demain sera fait hein, en matière d'évolution du prix du carburant et de la recharge. Évidemment, ce sont des critères importants. Mais ça donne quand même je trouve, une tendance assez importante. Je tiens quand même à préciser que ce que j'ai beaucoup parlé d'acquisition. Même si la société n'acquiert pas le véhicule mais le loue, on retombe sur la même fiscalité, bien sûr, hein, le fisc n'est pas totalement bête, et donc on va avoir la même chose, on va avoir le plafonnement des loyers, on va avoir la TVA sur les loyers pas récupérables, donc même si on est en location de longue durée ou en crédit bail, on va retomber sur la même chose que l'acquisition hein, en matière de fiscalité. Hein. Mais encore une fois, c'est à mettre en perspective, on regarde, et si jamais j'avais payé ma voiture moi-même, donc dans ce cas-là, j'aurais moi-même sorti, je sais pas, les 50 000 si on reprend l'exemple de 50 000 €. Par contre, j'aurais passé des indemnités kilométriques. Mais est-ce que je peux payer ma voiture? Ceux qui ont déjà une voiture, à mon avis, ne devraient pas se poser la question. Continuez à utiliser votre voiture jusqu'à ce que le Pôle emploi soit arrêté. Une fois qu'il sera terminé et que vous devrez vous poser la question de renouveler votre véhicule, là peut-être que vous pourrez vous la poser. J'ai personnellement tendance, mais je voudrais pas, enfin voilà, chacun a son avis, donc le mien compte pas forcément plus qu'un autre, mais si on n'a pas un besoin de changer de véhicule, ne le changez pas. Il n'y a aucun moyen de rentabiliser un achat de véhicule avec la fiscalité favorable que j'ai dit. Il n'y a aucun moyen. C'est forcément à fond perdu. Hein. Donc derrière, celui qui veut faire des économies, il garde le véhicule autant qu'il le peut. Et après, quand il faudra se poser la question, bien là peut-être qu'il faut regarder la proportion. C'est vrai que si on utilise son véhicule personnel qu'à hauteur de, je sais pas, 10%, ça fera pas beaucoup d'indemnités kilométriques. Si on est à 90%, ça fera beaucoup d'indemnités kilométriques, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être que ce soit plutôt la boîte qui le paye, parce que, est-ce que tu vas vraiment mettre 50 000 € pour utiliser juste 10% personnellement un véhicule? Je ne suis pas sûr. D'accord.
Et ce dernier point peut-être aussi, je sais que c'est de la base, hein, mais des fois ça fait bien de le rappeler. Un véhicule, je disais que c'est un calcul à fond perdu. Si vous utilisez votre véhicule en plus de manière très sporadique, et on le voit sur nos clients qui sont dans les métropoles ou même dans les grandes villes, où on peut utiliser aussi un vélo, le transport en commun ou autre, il faut bien dire que la fiscalité défavorable, elle reste là. Hein. Que le véhicule soit utilisé ou non, l'amortissement il est capé, la TVA n'est pas récupérée, et la TVS elle est là, quoi. C'est pas des taxes à l'usage, c'est une taxe à la possession. On a beaucoup parlé de voitures, hein, il faut savoir que pour les motos, on est un petit peu sur le même système, pour des gens qui utilisent peut-être des motos, peut-être des scooters, je ne sais pas. Puisque on a également, on n'a pas de TVS pour les motos, pour les 2 roues, mais on a toujours cette TVA non récupérable, et on aura toujours possiblement l'avantage nature à devoir considérer. Mais sinon, on peut aussi avoir des indemnités kilométriques. Pour les motos, il y a un barème spécifique qui peut s'appliquer. Après, j'ai quelques clients pour finir, hein, qui s'équipent en vélo électrique. Dans ce cas-là, on passe directement en comptabilité. C'est aussi une belle option. Donc, la société peut directement acheter le vélo électrique et ça n'a aucun impact. Tout passe en frais dans ce cas-là ? Oui, nous, ça a tout passé en frais. C'est vrai que jusqu'à présent, alors je vais parler peut-être d'un point de vue très empirique. On constate pas d'avantage nature sur le vélo. Alors s'il y avait un inspecteur URSSAF ici, il dirait peut-être le contraire. Mais le vélo électrique, même si vous faites plaisir et que vous en prenez à 2500 €, ce qui me paraît déjà être un beau vélo, enfin sans aller sur des trucs de cross, hein, évidemment, sinon c'est compliqué à justifier, mais un beau vélo de ville électrique à 2500 € déjà, bon, on va passer quoi? Il voudrait qu'on passe quelques pourcentages en avantage nature. On parle de montants qui me paraissent peut-être un petit peu résiduels. Donc on va pas constater 12% coût d'acquisition d'un vélo en avantage nature. Donc non, c'est vrai qu'on a tendance à pas le passer et à dire que le montant est suffisamment faible pour que les gens s'y intéressent pas forcément, quoi. Donc oui, c'est une somme et qu'on passe directement. Alors on récupère pas la TVA puisque c'est un véhicule dont le but est le transport de personnes. J'ai parlé de ça depuis le début, que les gens ne se trompent pas, même si vous avez un casier, même si vous achetez un scooter, faire de la livraison, l'administration dit non, c'est le transport de personnes. Même les livreurs Uber, hein, c'est le transport de personnes. Vous récupérerez jamais la TVA sur un véhicule, sur un 2 roues. Mais donc on peut quand même comptabiliser le vélo en amortissement, le déduire pour sa totalité sur une durée de vie et ne pas constater d'avantage de nature à ce titre-là. Et puis voilà, et puis ça se conçoit très bien. Hein. Tu viens de parler des Uber. Alors justement, j'ai une question à ce propos. Si par exemple, moi, en tant que chef d'entreprise freelance, j'utilise un taxi, j'utilise le métro, j'utilise les transports en commun ou un Uber ou peu importe la solution de VTC que je choisis, pour aller voir un client ou pour aller à un rendez-vous professionnel, est-ce que je vais pouvoir déduire ce coût-là des frais et est-ce qu'il y a une fiscalité particulière ? Alors, on a, pour tout ce qui est frais de déplacement, avec des véhicules en fait, hein, Uber ou taxi, on n'a pas de règles particulières, donc on nous dit, si vous vous rendez à un rendez-vous professionnel, vous déduisez la charge. Que vous y alliez en taxi ou un autre mode de transport, c'est votre problème, donc non, là-dessus il n'y a rien de particulier. On récupérera pas la TVA sur le taxi, donc que les gens ne soient pas étonnés, hein, si on la déduit pas, c'est normal. Sur le Uber, faites attention peut-être à réussir à bien tracer. Je dis ça d'expérience. Uber, alors je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'application, mais je crois pas qu'on avait une distinction compte pro, compte perso, à moins qu'il l'ait ajouté depuis. Ce qui fait que je sais pas. Ce qui fait que si on a un compte Uber et que vous avez un compte Uber à titre personnel et qu'un jour vous faites un trajet pro, faites attention à ne pas mettre tous les trajets perso dans la compta, quoi. Voilà, vous vous trompez pas par rapport à la carte bleue que vous avez enregistrée. Bon, ça c'est juste de l'usage, mais encore une fois, fiscalement, on n'a pas de règles là-dessus, donc si le rendez-vous était professionnel, le moyen de s'y rendre est déductible, quoi, si j'ose dire. Pour m'assurer d'avoir les justificatifs et d'être en règle, je vais devoir imprimer une facture, ou en tout cas garder une facture avec une trace du client que j'ai rencontré ce jour-là pour justifier la dépense. Est-ce que j'ai juste ? Alors oui, là tu as juste, d'un point de vue théorique. D'un point de vue pratique, je n'ai jamais vu un contrôleur qui a été jusqu'à ce niveau de vérification, mais tu as raison, si on veut être carré, oui, c'est ça. Je pense que s'il y a quelques frais Uber dans la compta, les gens vont pas forcément regarder. Après, il y a eu quelques scandales, dans les boîtes publiques de gens qui abusent un peu des taxis. C'est vrai que si la comptabilité, il y a, 5 000 € de frais de taxi, on incite le contrôleur à se poser des questions. Maintenant, sur les freelances que j'ai vus qui utilisaient un petit peu ces moyens de déplacement, mais ponctuels,
j'ai jamais eu de questions. Super, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on fera au mieux pour y répondre dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Hey, avant que vous partiez, si vous recherchez un cabinet comptable compétent, j'ai un bon plan pour vous. Number vous offre un diagnostic de votre situation actuelle, 2 mois d'accompagnement gratuit si vous avez déjà créé votre entreprise, et si ce n'est pas le cas, il vous offre la création ainsi qu'1 mois d'accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit et ils sont super compétents. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Past all the